Je fais cette vidéo pour continuer sur ma lancée et parler des afro-bourgeois. En effet, hein, pour le coup, il y a une TikTokeuse qui s'appelle Carmen qui donne des cours de bonne manière, qui est issue d'un milieu bourgeois noir à la base et qui est invitée partout. Elle fait plein de trucs sympas. Et comme je vous l'ai déjà dit, pour le coup, il y a plus de Whitey qu'autre chose dans plein de domaines, donc elle est souvent entourée des Whitey. Il y a une femme qui a repris sa vidéo, une Whitey, et qui a dit que les Noirs, ils aiment bien prendre les codes. Voilà, bon. Alors qu'en fait, elle est juste née dans l'aisance, on va dire ça comme ça. Du coup, en fait, ma vidéo qui était dans la lignée de toutes les autres est un point nommé, car force est de constater que il y a des femmes noires issues de la bourgeoisie qui sont carrément nées dedans parce que leurs parents ou leurs arrière-grands-parents avaient fait le travail, et d'autres, un peu comme moi, qui sont des transfuges en fait. Du coup, pour parler de cette bourgeoisie noire, que l'on ne voit pas ou qu'on ne perçoit pas, en tout cas ça vient pas dans notre subconscient ou dans notre conscience que c'est de la bourgeoisie noire. Donc je voulais vous en parler, des défis auxquels ils peuvent faire face également d'un point de vue psychologique, sociologique et économique en tant que noir. Donc qu'est-ce que la bourgeoisie noire déjà? La bourgeoisie noire désigne les personnes noires, afrodescendantes ou africaines appartenant à une classe sociale moyenne, supérieure ou aisée. Et ils ont un certain capital économique, culturel, social, souvent diplômés, entrepreneurs, cadres, artistes reconnus, etc. Alors quand et comment est-elle apparue? Bien évidemment, c'est important hein, de le mentionner. Dans le monde, en tout cas aux États-Unis, fin du 19e, début du 20e siècle. Il y a eu l'apparition des premiers groupes afro-américains économiques autonomes après l'abolition de l'esclavage. Exemple tout cela, Black Wall Street, que vous connaissez très certainement. Il y a aussi eu les mouvements des droits civiques en 1960, accès à l'éducation et aux carrières professionnelles qui a permis l'ascension sociale. Et depuis les années 1980 et 2000, il y a l'émergence visible d'une élite noire dans la culture, la politique, notamment Obama, l'économie, les médias. En France, par exemple, l'apparition est très très lente, elle est plus lente pour le coup, en tout cas elle est plus lente. La bourgeoisie noire émerge surtout depuis les années 1990-2000, c'est-à-dire elle est extrêmement récente, vous imaginez, avec la seconde génération issue de l'immigration post-coloniale. Quels sont les facteurs qui ont fait ça? La réussite scolaire, quand ils ne sont pas confrontés au racisme systémique, au plafond de verre, bien évidemment. L'entrepreneuriat, l'ouverture médiatique et artistique, diversification des élites. Alors pourquoi on en parle si peu? La raison elle est historique, hein. Les récits dominants en France invisibilisent l'existence de classes sociales au sein des populations noires. On parle souvent de la précarité des Noirs, rarement de leur réussite, hein. Et si on parle de leur réussite, c'est toujours un peu les mêmes qui nous agacent, à savoir les rappeurs, les footballeurs, hein, on peut ne citer que. En tout cas, tout dans le physique et en apparence, je sais pas vraiment, hein, pas dans les diplômes, etc. On va dire ça comme ça. Imaginaire figé, hein, stéréotype d'un noir toujours dominé, pauvre ou issu des quartiers populaires, narratif dont beaucoup ont du mal à s'en dépaître, à s'en débarrasser parce qu'ils l'ont complètement intégré, hein. Les femmes un peu moins que d'autres, mais quand même. Absence dans les médias, peu de représentations positives et nuancées dans les espaces médias. Il y a des représentations positives, on va pas non plus faire genre, mais c'est peu. Silence intérieur. Certaines personnes de la bourgeoisie noire préfèrent la discrétion pour éviter d'être perçues comme ayant trahi leur communauté ou pas peur d'exposer leur richesse à une société qui attend d'elles qu'elles restent invisibles. Et oui, beaucoup de personnes de la bourgeoisie noire veulent être discrets parce que beaucoup de noirs majoritairement sont pauvres et ils ne veulent pas, voilà, on le voit hein, dans l'espace public, dès qu'un noir va vers le succès ou l'ascension sociale ou quoi que ce soit, beaucoup reçoivent des attaques. Euh, et puis il y a aussi la peur d'exposer sa richesse à une société whitey parce que clairement, hein, inconsciemment, c'est toujours le cas. Ils préfèrent se rassurer en se disant qu'on est tous pauvres et dans la galère. Alors, quels sont les défis spécifiques de la bourgeoisie noire? Mais d'un point de vue psychologique, comme je l'ai déjà dit, il y a double conscience, ce que je fais sur cette chaîne, hein, du moins j'essaye. W.E.B. Dubois, c'est lui qui a mis en place ce concept. Tirailler entre deux identités, être noir et être bourgeois dans une société blanche. Aujourd'hui, Kelima seule, elle est partout. C'est un défi auquel elle fait face au quotidien. On le voit. Euh, Ça peut être très mal perçu, autant chez les whiteys que chez les blackies.
le langage, son pouvoir d'achat, le fait qu'elle vive dans un château, ses réactions, son style, etc. Voilà. Euh, Pression de représentation, bah, devoir réussir pour tous, porter l'image de toute une communauté. Ça, en plus, les femmes, elles l'ont souvent. Syndrome de l'imposteur, quand on est là ou le seul noir dans les milieux d'élite. Solitude sociale, difficulté à se sentir à sa place, à la fois dans des cercles blancs privilégiés et dans sa propre communauté d'origine. Je l'ai déjà expliqué dans la vidéo Femmes noires ghetto, bourgeoisie noire, hein, pour ne citer que celle-là. Euh, Parce que c'est difficile, on est à cheval entre deux cultures, entre deux mondes. Le milieu populaire, le ghetto, l'élite, etc. Du coup, il faut faire du bilinguisme social, ce qui n'est pas aisé. Peut-être trouver un troisième espace avec toutes ces femmes-là qui ne sont pas nées dans la bourgeoisie noire, pourquoi pas. Sociologiquement, alors il y a un manque de réseau intergénérationnel, hein, c'est ce que je viens de dire. La plupart sont self-made, sans capital hérité. Donc ce sont les premiers, comme moi entre autres, hein. Éloignement progressif de la communauté d'origine, différence de valeurs, de mode de vie, parfois rejet mutuel. Euh, voilà, il y a un peu ça. J'ai fait une vidéo sur Zendaya, je sais pas si elle vit ça, mais ce serait pas impossible par contre. Et c'est pas la seule. Assignation identitaire. On reste souvent perçu comme immigré, minorité, malgré la réussite. Ben, cette TikTokeuse, hein, Carmel, qui a fait sa vidéo, qui est née dans la bourgeoisie, et ça se voit quand elle s'exprime comment elle est. Bon, je dis pas qu'elle elle aurait pas pu le développer durant sa scolarité, mais ça me paraît peu probable, d'une certaine manière. Du coup, en tout cas, ça me paraît peu probable. Pourquoi? Parce que elle emploie peu de. Comment dirais-je? Il y a un mot pour ça, je ne me rappelle plus, mais souvent, bah, un peu comme moi, vous voyez, je peux parler de manière populaire, soutenue, et après, je vais intégrer plein de manières extrêmement familières du, du, des propos venus un peu du ghetto, etc. Du coup, elle ne le fait pas. Après, c'est pas le critère pertinent, mais elle ne le fait pas en l'occurrence. Du coup, on voit clairement qu'elle elle est clairement née dedans. Mais une personne blanche part du postulat parce qu'elle est noire, donc elle est forcément issue de la minorité de la pauvreté. Alors, économiquement, discrimination persistante, même avec un haut niveau d'éducation. L'accès à certains postes ou investissements est freiné, bien sûr, hein. Accès au capital, plus difficile d'obtenir des financements, des prêts et des opportunités. Le patrimoine est encore jeune, très peu de familles noires ont accumulé plusieurs générations de richesses, bien évidemment. L'héritage transgénérationnel et générationnel ne se fait pas encore tout à fait. On va pas se mentir, la plupart statistiquement le perd par manque de compétences en gestion financière. Alors ce que cela implique, un angle mort du discours public et médiatique, un levier puissant pour repenser l'égalité réelle, hein, mettre en lumière les parcours de réussite sans tomber dans le mythe de la méritocratie pure, parce qu'on va pas se mentir, elle est quand même un peu illusoire. Un enjeu pour les générations futures. Créer des modèles, des respects inspirants, des cercles d'entraide. Maintenant, si vous vous demandez à première vue qui pourrait venir de la bourgeoisie noire qu'on voit peut-être dans l'espace public, où on peut se faire une idée, ben, pour les personnalités noires connues, hein, qui incarnent à leur manière, hein, chacun, cette bourgeoisie noire en France à l'international, ben, Christine Taubira, ancienne garde des Sceaux, femme politique, intellectuelle brillante, symbole d'une élite noire éduquée, engagée, ancrée dans la République, tout en portant une mémoire antillaise et post-coloniale. Carfa Diallo, entre autres, un militant, intellectuel et entrepreneur culturel, travaille sur les questions de mémoire, de l'esclavage et de l'identité noire. C'est un Sénégalais pour le coup. Pape Ndiaye, historien, ex-ministre de l'Éducation, représente une figure universitaire noire, intégrée à l'élite républicaine française, non sans controverse autour de sa nomination, bien évidemment. Aussi sénégalais, Rokhaya Diallo, idem. Je crois elle est moitié Westaf, Sénégal, moitié Westaf, quelque chose d'autre. Bon, bref, c'est pareil. Journaliste, autrice, militante antiraciale, très influente à l'international, Forbes, ONU. Elle incarne une forme de bourgeoisie intellectuelle engagée et critique. Omar Sy, auteur à succès en France apparemment, acteur pardon, non certainement, je crois qu'il avait écrit un livre jamais. Acteur et à Hollywood, incarne une réussite économique et artistique tout en restant proche des enjeux sociaux, du mieux qu'il peut, hein, c'est pas évident. Bon, à l'international, Barack Michel Obama pardon, connaît, famille symbolique de la bourgeoisie noire américaine au plus haut niveau, éducation, pouvoir politique, patrimonial, influence culturelle, d'autant plus que eux ne sont pas nés dans ça.
viennent pas de famille riche, ils viennent de famille modeste. Il y a Chimamanda Ngozi Adichie, vous la connaissez, l'autrice, l'écrivaine nigériane, pardon, figure intellectuelle et féministe mondialement respectée. Entre Afrique et Occident, elle incarne la bourgeoisie intellectuelle panafricaine. Oprah Winfrey, c'est vraiment ce qu'on connaît vraiment, milliardaire autodidacte, icône de l'empowerment noir. Elle a bâti un empire médiatique, devenant un symbole d'ascension économique et spirituelle. Maintenant, je peux en citer d'autres, mais peut-être qu'on connaît moins, hein, issus des mondes des affaires, entrepreneurs, PDG, investisseurs. International diasporique, il y a un certain Robert F. Smith qui est milliardaire, investisseur philanthrope Vista Equity Partners. Isabelle, je ne vais pas lui dire elle a détourné l'argent, mais c'est quand même Isabelle dos Santos Angola, elle revient tout le temps. Bon. Femme d'affaires, ex-milliardaire, fille de l'ancien président angolais, très controversée, je vous l'accorde. Richelieu Denis, Liberia, USA, hein, fondateur de Shea Mosture, Success Story Black Wood. Damon John, USA, entrepreneur fondateur de Fubu, membre de Shark Tank. Je ne vais pas rentrer dans les Didi, ces gens-là, mais maintenant vous faites une idée, tous les acteurs, les basketteurs, tout ça, ils font tous partie, les politiciens, voilà, je ne peux pas citer tout le monde, mais maintenant vous faites une idée de la bourgeoisie noire, mais elle ne s'affiche pas, donc on ne pense pas à la bourgeoisie, on ne pense jamais à la bourgeoisie noire, ça ne vient pas à l'esprit. On a l'impression que les Noirs n'ont pas de bourgeoisie, alors qu'ils en ont une. France, Afrique francophone, Tidiane Cham, Côte d'Ivoire, France, ancien DG de Crédit Suisse, profil technocrate et élitiste. Karim Si, Mali, Sénégal, entrepreneur social et tech, fondateur de Jocolab. Fatoumata Ba, Sénégal, fondatrice de Jumia, le Amazon africain, aujourd'hui investisseuse. Nathalie Etoké, France-Cameroun, businesswoman et investisseuse dans l'hôtellerie et le conseil. Il y en a plein. On peut même pas... En fait, il y en a énormément, mais on ne les connaît pas. Alors ici, du monde artistique, culturel ou littéraire, Burna Boy aussi, artiste musical mondial, entre Afrique, diaspora et luxe. Il faut aussi partir de la bourgeoisie. Vous voyez, je vous ai dit aussi les artistes, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Burna Boy, j'aime pas trop, mais vous voyez. Trevor Noah, humoriste, Afrique du Sud, auteur et ex-présentateur du Daily Show. Tyler Perry, USA, réalisateur, acteur, producteur, milliardaire. Aya Nakamura, hein, qui est une star de la pop, businesswoman redoutable, hein, apparemment. Gaël Faye, écrivain, rappeur, figure intellectuelle sensible, je crois qu'il doit être suisse, un métis, il me semble. Leila Si, réalisatrice, ancienne directrice artistique dans le rap, proche des milieux culturels engagés. Maintenant, plutôt africains qu'occidentaux, diasporiques. Il y a un qui s'appelle Mo Ibrahim du Soudan, UK, milliardaire dans les télécoms, puis longtemps panafricaniste. Tony Elumelu, Nigeria, fondateur de Earth Holding et la Tony Elumelu Foundation. Aliko Dangote, hein, qu'on connaît, il n'est plus à présenter. Nigeria, homme le plus riche d'Afrique. Magat Wade, Sénégal, entrepreneur et militante pour le capitalisme africain. Strive Masiyiwa ou Strive Masiyiwa, Zimbabwe, mania des télécoms et Connect philanthrope. Plus jeune, nouvelle génération, Iman Gadzi, Uka Degestan, jeune entrepreneur multimillionnaire, agence de marketing, popularité chez les jeunes très critiquée aussi. Jackie Aina, USA, on connaît, influence, beauté, businesswoman, créatrice de mode, Force Mood. Jackie Aina qui est métisse, mais voilà, afrodescendante. Tiwa Savage, Nigeria, on connaît, hein, chanteuse, mais aussi femme d'affaires dans le mode et la production. Rabi Lam, hein, Sénégal, TikTok, Italie. Influenceur ultra populaire qui vient payer sur son image, partenariat pub, beaucoup d'argent. Voilà. Il y en a plein. Il y en a trop même, énormément, mais il reste discret. Et du coup, on l'a dit, hein, sur le point économique, c'est souvent un capital économique autoconstruit. Contrairement aux grandes familles blanches ou aux élites installées, la bourgeoisie noire n'hérite que très rarement de fortune d'entreprise. La richesse est souvent acquise à la première génération, donc c'est très très récent. Entrepreneuriat comme levier majeur, beaucoup contournent les barrières de l'emploi classique, discrimination, plafond de verre en créant leurs propres entreprises. C'est ce que moi aussi j'ai fait. Pour le coup, je me suis dit, c'est chaudet. Tyler Perry, Magaté Wade, Richelieu Denis, Fatouma Ba. Absence ou faiblesse des institutions de soutien, pas de grand réseau, effectivement, d'élite noire consolidée, think tank, club, dynastie, contrairement à d'autres groupes sociaux. Je pense que ça va venir et les autres pourront bénéficier, ceux qui vont venir derrière nous. Hein. Dynamique diasporique, plusieurs personnalités, surtout africaines, créent leur richesse sur un double espace. Le Nord, accès aux capitaux médias et l'Afrique, marché en pleine croissance.
Sur le plan sociologique, mobilité ascendante aorique psychologique, montée socialement, demande de naviguer entre deux mondes. Je vous l'ai déjà dit, hein, celui d'origine souvent populaire, où on peut être vu comme arrogant ou déconnecté, celui d'arrivée élite blanche, où on reste l'autre, même si on est compétent ou cultivé. On reste un arriviste. Identité fragmentée. Beaucoup vivent une tension entre fierté identitaire et nécessitent d'être politiquement acceptables, d'où une grande maîtrise du langage, du temps et de l'apparence. Hein, en effet. Solidarité ambivalente, peu de mécanismes collectifs, de soutien communautaire, l'individualisme parfois forcé et très présent, c'est normal, c'est récent. Il y a aussi la peur d'être instrumentalisé ou critiqué par sa propre communauté. Il n'y a pas encore la confiance, on y travaille. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, hein, c'est récent, surtout en France, c'est vraiment récent. Et elle est discrète, comme je vous l'ai dit, hein, les facteurs historiques en France surtout, il n'y a pas de tradition de visibilité noire bourgeoise. L'universalisme républicain gomme les appartenances raciales, rendant l'affirmation identitaire suspecte, ce qui n'est pas le cas quand il s'agit des Whiteys, on a bien compris. Hein, parce qu'ils ont carrément leur ghetto à Montmorency, là-bas, là, et dans le triangle d'or. Voilà, on se sait, on se connaît. L'histoire coloniale, je ne vais même pas citer Versailles tout le temps, a cultivé une culture du silence, de la prudence, de la discrétion pour éviter les représailles ou les humiliations. Facteur psychologique. Peur du rejet communautaire. Hein. Certains se taisent pour éviter d'être taxés de vendus ou déconnectés, absolument. Peur du racisme ciblé. Se montrer, c'est aussi risquer d'être la cible d'attaques racistes ou d'envie sociale. Syndrome de l'imposteur. Beaucoup ne se sentent jamais vraiment autorisés à incarner le luxe, la réussite ou l'influence. Facteur structurel. Les médias ne valorisent que très peu la diversité des réussites noires. L'école et institutions valorisent la réussite à condition d'être discret, humble, silencieux, surtout quand on est racisé. Du coup, la bourgeoisie noire existe, elle progresse, elle inspire, mais elle se cache souvent par stratégie, par peur ou par absence de modèles collectifs solides. Donc il faut créer des espaces de narration, de transmission, de légitimation, ce qui est en train de se faire. C'est essentiel pour l'avenir, pour éviter que chaque génération reparte de zéro, pour construire des imaginaires de pouvoir, de beauté, de richesse assumés et inclusifs. Et ça va aller, pourquoi pas.